Alors, on va faire une vidéo sur toutes les questions de droit transitoire, les questions de loi dans le temps. C'est des questions qui sont très importantes dans la mesure où elles peuvent tout à fait donner lieu à cas pratique. Alors là, je ne fais que le droit transitoire concernant la loi, d'accord? Je ne ferai pas la question des revirements de jurisprudence. Ça, on le verra ensemble en cours, d'accord? Et si vous avez des questions, vous me les posez. Donc là, j'ai vraiment voulu limiter à la loi. Il y a une loi nouvelle qui entre en vigueur. Et l'idée, c'est d'essayer de faire ça sous forme de majeure un peu prête à l'emploi. Vous pouvez presque apprendre les majeures par cœur avec les questions de droit par cœur. Ensuite, il faudra les aménager en fonction du sujet. Mais l'idée, c'est que si vous apprenez bien ça, normalement, vous avez le cadre pour traiter 90% des cas pratiques sur la loi dans le temps. Et je pense que s'il y a un cas pratique, il y aura forcément une question de loi dans le temps. Alors, plusieurs questions sur la loi dans le temps. D'abord, la première, très simple, c'est la question de l'entrée en vigueur de la loi. Quand une loi entre-t-elle en vigueur? Sur cette question, l'article 1er du Code civil est très clair, il prévoit un principe, une exception. Le principe, c'est que la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel. Tant qu'elle n'est pas publiée, elle n'entre pas en vigueur. Si on vous dit la loi vient d'être votée, ok, très bien, mais peu importe. Elle est promulguée, ok, peu importe. Ce qui compte, c'est sa publication au journal officiel et c'est le lendemain. Donc si on vous dit qu'elle a été publiée au journal officiel du 5 mars, elle est en vigueur à partir du 6, pas le 5. Si votre contrat est conclu le 5, la loi nouvelle ne s'applique pas. D'accord? Alors après, il faut quand même bien vérifier qu'il n'y a pas dans la loi une disposition transitoire, c'est-à-dire un article de la loi qui va décaler, retarder dans le temps l'entrée en vigueur de la loi. Il est possible qu'un article de la loi, je sais pas, l'article 16, l'article 22, l'article 34, prévoit que cette loi entrera en vigueur 1 an après sa publication au journal officiel. Cette loi entrera en vigueur 6 mois après sa publication au journal officiel. Cette loi entrera en vigueur le 15 mars 2026. Ou l'article 12, l'article 13 et l'article 14 entrent en vigueur le 15 mars 2026. Ça veut dire que pour ces articles, il y a une exception. Pour tout le reste, c'est le lendemain de la publication au journal officiel. Donc il faut quand même vérifier dans le cas pratique s'il n'y a pas une question sur ça. Parfois, pas du tout. Si on vous dit juste la loi du 12 mars, c'est qu'elle rentre en vigueur le 12 mars, d'accord? Si on vous dit pas la date de publication ni rien, il faut sentir ce qu'on attend de vous. Si vous sentez qu'on vous met tel article entre en vigueur à telle date, c'est qu'on attend que vous fassiez un syllogisme sur cette question-là. Quand une loi entre-t-elle en vigueur? Article 1er par principe, le lendemain de sa publication au journal officiel, sauf si une disposition transitoire retarde l'entrée en vigueur de la loi ou de certains articles de cette loi. Voilà. Vous gardez cette majeure toute prête si vous sentez que le cas pratique s'y prête. S'il ne s'y prête pas, c'est pas forcément la peine d'en parler. Si vous sentez qu'on ne vous dit pas du tout quand est-ce qu'elle est publiée ni rien, c'est qu'on n'attend rien dessus. Bon. Voyons maintenant le deuxième thème qui est plus long évidemment et plus technique, c'est la question des conflits de loi dans le temps. On a une loi nouvelle qui vient modifier une loi ancienne. Qu'est-ce qu'on applique et à qui? À qui on applique la loi nouvelle? À qui on applique la loi ancienne? C'est ça les questions de conflit de loi dans le temps. Alors, tout ça c'est l'article 2 du Code civil qui règle ces questions, en tout cas en civil. La question du futur, c'est la loi ne dispose que pour l'avenir. La loi ne dispose que pour l'avenir. Ce qui veut dire que la loi s'applique pour le futur. D'accord? Et c'est le principe de l'effet immédiat parce que la loi est censée être meilleure. La loi nouvelle est censée être meilleure. Enfin, on n'a pas réformé pour faire moins bien, donc on est content de notre loi, donc on veut l'appliquer tout de suite et au plus grand nombre. Et puis aussi, c'est une question d'égalité. Si la loi est meilleure, n'attendons pas, appliquons-la tout de suite à tout le monde. Donc c'est vraiment cette double philosophie, la loi est meilleure, donc on l'applique tout de suite et à tout le monde. Et puis surtout, c'est une question d'égalité. Alors après, cette application pour le futur, elle veut dire plusieurs choses. Il faut faire attention. Donc là, on parle du futur. Faites-vous une loi dans le temps. D'accord? Vous avez un événement, vous avez la loi qui marque une cassure et vous allez voir quelque chose d'après. D'accord? Vous vous intéressez à un événement qui a lieu après. Si vous avez du mal, parce que parfois c'est ça le problème, à cerner si c'est du futur ou du passé, jouez avec les couleurs. Vous pouvez écrire le cours sur le futur en vert et le passé en rouge. Ça va vous aider à visualiser. Parfois, on a une mémoire un peu visuelle et mettre des couleurs fait que vous ne vous tromperez pas. C'est-à-dire que... Alors, attention. J'attends qu'elle s'allume. Mais peut-être qu'elle ne voudra pas le faire. Donc, je vais éteindre et la rallumer. Et parfois, ça marche.
Voilà. Donc là, vous avez votre loi nouvelle. Et vous devez vous intéresser à un événement qui a lieu après. Une livraison qui a lieu après, un paiement qui a lieu après, un mariage qui a lieu après, un contrat qui se passe après, quelque chose qui a lieu après. D'accord? Là, c'est donc le grand A, c'est le futur, c'est la loi ne dispose que pour l'avenir. Alors, on va voir ce que cela signifie, ce principe. Si j'arrive à retrouver ma petite molette. Voilà. Alors, on va voir. Petit 1, le principe, l'effet immédiat. L'article 2, qui nous dit, voilà, la loi ne dispose que pour l'avenir, pose un principe, le principe de l'effet immédiat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi nouvelle va s'appliquer à toutes les situations qui se constituent après. Donc, toutes les situations qui se créent après. D'accord? Un mariage postérieur à une loi nouvelle, une personne qui naît postérieurement à une loi nouvelle, un contrat qui est conclu postérieurement à une loi nouvelle. Bon, il y a la loi et ça se crée après. Donc là, si vous avez une situation qui se crée après, voilà la question que vous pouvez poser. Une loi nouvelle peut-elle s'appliquer à des situations qui se sont constituées, qui se sont créées après son entrée en vigueur? Et là, la réponse à la question, c'est l'article 2 du Code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l'avenir. C'est le principe de l'effet immédiat, qui signifie que la loi nouvelle s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les situations qui se créent, qui se forment, qui se constituent après son entrée en vigueur. Donc là, c'est l'hypothèse où vous avez par exemple une loi du 3 octobre 2025 qui supprime le devoir de fidélité dans le mariage et Roméo et Juliette se marient le 7 octobre 2025. C'est une situation qui se crée après, pas débat. Imaginons une loi de 1974 qui prévoit que la majorité est à 18 ans et vous avez Sophie qui naît en 1975. Évidemment qu'on va lui appliquer la loi nouvelle. Ces situations qui se créent après la loi nouvelle ne posent absolument aucune espèce de difficulté, on n'a même pas besoin de l'article. En fait, on se demanderait même pourquoi on aurait besoin de parler de la loi ancienne. À partir du moment où la loi nouvelle, où la situation se crée après la loi nouvelle, on ne se pose même pas la question de la loi ancienne, en fait. Bon. Maintenant, là où c'est plus particulier, c'est les situations juridiques non contractuelles en cours. Les situations juridiques non contractuelles en cours. C'est-à-dire celles qui ont commencé avant et qui se poursuivent après. Et c'est surtout ça que vous risquez d'avoir. Un mariage qui a commencé avant ou une personne qui est née avant 1974. Si vous avez une question comme ça, un problème comme ça dans le cas pratique, quelle question pouvez-vous poser? Une loi nouvelle peut-elle modifier les effets futurs d'une situation juridique en cours au jour de son entrée en vigueur, ou d'une situation juridique non contractuelle en cours au jour de son entrée en vigueur? Ça, c'est la question. Pour répondre, l'article 2 du Code civil pose le principe de l'effet immédiat. La Cour de cassation, incise première 29 avril 1960, en a déduit l'application immédiate de la loi nouvelle aux effets des situations juridiques en cours. En effet, le principe de l'effet immédiat signifie qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement, dès son entrée en vigueur, aux situations juridiques qui ne sont pas contractuelles et qui ont commencé avant son entrée en vigueur. Et elle en modifie les effets futurs. Voilà, vous apprenez cette question, vous apprenez cette réponse, et vous avez tout. Après, vous le reproduisez avec vos mots, mais cet arrêt, cet article, cette réponse, cette question, ça fonctionne. C'est l'hypothèse où vous avez Tristan et Iseud qui se sont mariés le 12 mars 2024. C'est une situation juridique non contractuelle. Le mariage n'est pas un contrat. Je sais qu'on parle de contrat de mariage, mais c'est uniquement pour les aspects patrimoniaux. Parce qu'en fait, le mariage, c'est un bloc légal. C'est la loi qui vous dit tu prendras la fidélité, tu prendras l'obligation de secours, tu prendras l'obligation de contribuer aux charges, tu devras vivre avec ton conjoint, tu prendras la présomption de paternité. Tout ça, c'est un bloc que la loi vous impose. C'est pas contractuel.
L'expression contrat de mariage vise la partie patrimoniale, mais pour vous, le mariage, c'est légal. C'est une situation légale, ce n'est pas une situation contractuelle. Donc imaginez que Tristan et Iseult se soient mariés le 12 mars 2024. Ils sont toujours mariés lorsque la loi du 3 octobre 2025 entre en vigueur. Eh bien, à partir du 3 octobre 2025, la loi change. Et donc, les effets futurs de leur contrat changent. À partir du 3 octobre 2025, ils n'ont plus d'obligation de fidélité. Comprenez, la loi est censée être meilleure. En tout cas, c'est l'idée du législateur. Et donc, il faut en profiter, faire profiter tout le monde, pas seulement Roméo et Juliette, mais aussi Tristan et Iseult. Donc, la loi nouvelle constitue une cassure dans le temps. Elle change le futur immédiatement. Et c'est pareil pour Alice, qui est née en 1973. En 1974, paf, même si elle est née avant, elle bénéficiera de cette loi nouvelle et Alice, comme Sophie, sera majeure à 18 ans. La loi nouvelle s'empare des situations juridiques en cours et en modifie immédiatement les effets futurs. La loi nouvelle constitue une cassure dans le temps. Il y a le avant et le après. Le futur est modifié par la loi nouvelle. Mais ça, c'est uniquement pour les situations non contractuelles. On va voir petit 2, l'exception très importante que vous êtes quasiment sûr de devoir placer dans un cas pratique. Petit 2, l'exception, la survie de la loi ancienne en matière contractuelle. Si vous voyez que vous avez un contrat de bail, une loi nouvelle, et qu'on vous demande « Est-ce que après la loi nouvelle, je peux payer moins un loyer inférieur? Est-ce que j'ai un contrat de prêt? Est-ce que je peux pas diminuer le montant de mes taux d'intérêt? Vous avez un contrat de travail et une loi nouvelle qui réduit le taux, qui augmente le nombre de vacances. Est-ce que je peux pas moi aussi bénéficier des vacances? D'accord? Bon, donc vous sentez que c'est une question de futur. Quelle question? Une loi nouvelle peut-elle modifier les effets futurs d'un contrat conclu avant son entrée en vigueur? Vous la prenez par cœur. Et ensuite, vous la changez. Une loi nouvelle qui limite le montant des loyers peut-elle modifier les loyers futurs d'un contrat de bail conclu avant son entrée en vigueur? Une loi nouvelle qui encadre les taux d'intérêt peut-elle modifier les effets futurs d'un contrat de prêt conclu avant son entrée en vigueur? Une loi nouvelle qui augmente les congés payés peut-elle s'appliquer à un contrat de travail conclu avant son entrée en vigueur? Vous voyez, vous avez votre trame et ensuite vous l'adaptez. Mais si vous avez votre trame, c'est juste quelques mots. Une loi nouvelle, paf paf, qu'est-ce qu'elle prévoit cette loi nouvelle? Peut-elle modifier les effets futurs d'un contrat de bail, contrat de prêt, contrat de travail, contrat d'entreprise? Vous voyez? C'est facile ensuite de l'harmoniser. Vous avez votre trame. Bon, et ensuite vous avez votre majeur avec principe et exception. Alors, principe. Par exception au principe de l'effet immédiat posé par l'article 2 du Code civil, en matière contractuelle, il y a survie de la loi ancienne. C'est-à-dire que la loi applicable au contrat est et reste celle qui existait au jour de la formation du contrat. La loi applicable au contrat demeure celle qui existait le jour de la formation du contrat. Pourquoi ? Parce qu'on dit que le contrat est la loi des parties, article 1103 du Code civil. Parce que le contrat est immuable et ne doit pas bouger, article 1193. Le contrat reste tel qu'il a été écrit, c'est-à-dire tel qu'il a été pensé par rapport à la loi ancienne. Survie de la loi ancienne. Donc la loi nouvelle ne modifie pas les effets futurs du contrat. Elle modifie les effets futurs des situations non contractuelles. Elle ne touche pas aux effets futurs du contrat. Maintenant, il existe des exceptions qui ont notamment été rappelées par l'arrêt de la première chambre civile du 4 décembre 2001. Première exception. Le législateur, dans sa loi nouvelle, peut prévoir une disposition transitoire. Il peut prévoir que la loi nouvelle est applicable au contrat en cours. Il peut prévoir que la loi nouvelle modifie les effets futurs des contrats en cours. Deuxième exception. Si le législateur n'a pas prévu de disposition transitoire, il est possible qu'une partie saisisse le juge. Et si le juge estime que la loi est d'ordre public, alors elle s'appliquera à un contrat en cours
et en modifiera les effets futurs. Est considérée comme une loi d'ordre public des lois qui protègent la partie la plus faible d'un contrat. Une loi qui obéit à un motif social impérieux. Les lois qui protègent les consommateurs contre les professionnels. Les lois qui renforcent la protection des salariés contre les employeurs. La loi qui renforce la protection des emprunteurs contre les banques. La loi qui protège les locataires contre les propriétaires, etc. Alors, moi, je le fais dans cet ordre-là. Principe, survie de la loi ancienne, exception 1, disposition transitoire, exception 2, loi d'ordre public. Il est tout à fait possible que votre chargé de TD ait fait dans le sens inverse. En disant, en matière contractuelle, vérifions d'abord qu'il n'y a pas une disposition transitoire. Si le législateur a prévu que la loi nouvelle s'appliquait immédiatement au contrat en cours, alors on applique cette loi nouvelle. S'il n'y a pas de disposition transitoire, alors article 2, alors par exception à l'article 2, il y a survie de la loi ancienne, sauf si la loi est d'ordre public. D'accord? C'est vraiment comme vous voulez. Soit vous faites, comme moi j'ai fait, principe, survie de la loi ancienne, sauf disposition transitoire, sauf loi d'ordre public. Soit vous faites, vérifions d'abord qu'il n'y a pas de disposition transitoire. S'il n'y en a pas, survie de la loi ancienne, sauf loi d'ordre public. C'est à vous de choisir un ordre. Si votre chargé de TD vous en a donné un, prenez-en un. C'est la même chose. C'est juste une conception différente. Moi, je considère que le principe, c'est d'abord le droit commun. Et ensuite, on va voir s'il n'y a pas une loi spéciale. Mais on peut très bien dire, ah bah non, on vérifie d'abord qu'il n'y a pas une loi spéciale. Et s'il n'y a pas de loi spéciale, on applique le droit commun. Mais au final, on dit la même chose. La question de droit est la même. D'accord ? Et donc ça, c'est vraiment très très important de le connaître et de le comprendre parce que c'est tellement souvent, vous imaginez bien le potentiel du cas pratique où il y a un contrat, il faudra le prouver, et ensuite un contrat, et il faudra savoir si on applique la loi nouvelle. Vous imaginez bien le potentiel du cas pratique en matière contractuelle. Loi dans le temps, preuve. Bon, d'accord ? Donc, on imagine que le 15 mars 2023, j'ai conclu un contrat de prêt avec un taux d'intérêt à 7%. Ce contrat de prêt, je l'ai conclu pour 20 ans, donc jusqu'en 2043. La loi ancienne prévoyait une liberté de fixer les taux. Et là, vous avez une loi du 15 octobre 2025 qui limite les taux d'intérêt à 5%. Hypothèse 1, si on fait comme moi je fais, je dirais survie de la loi ancienne en matière contractuelle, la loi applicable au contrat est celle qui était en vigueur au jour de la formation du contrat. Donc, quand j'ai conclu le contrat le 15 mars 2023 avec 7%, la loi ancienne laissait une liberté des taux. C'est cette loi qui va s'appliquer à tout mon contrat jusqu'à son terme. Jusqu'en 2043, je paierai 7% de taux d'intérêt. Okay ? Même après l'entrée en vigueur de la loi. Sauf si la loi prévoit une disposition transitoire. Je regarde s'il y a un article qui dit cette loi s'applique au contrat conclu avant son entrée en vigueur. Là, dans ces cas-là, je l'applique immédiatement et à partir du 15 octobre 2025, mes taux d'intérêt passent de 7 à 5%. Et s'il n'y a pas cette disposition transitoire, alors je peux tenter de saisir le juge et dire, mais attendez, c'est quand même une loi qui est là pour protéger les emprunteurs face aux banques qui abusent. Et si le juge estime que la loi est d'ordre public, alors il l'appliquera immédiatement à mon contrat.
Maintenant, ça c'était ma technique. Si vous choisissez la technique de votre professeur, vous commencez par dire « Il est question de contrat, commençons par vérifier s'il n'y a pas une disposition transitoire. » La loi du 15 octobre 2025 prévoit que cette loi s'applique au contrat en cours. Très bien. Donc, à partir du 15 octobre 2025, on modifie le contrat et donc je ne paierai que 7%. Mais ce que j'aime pas dans cette solution, c'est que si jamais il y a une disposition transitoire, je ne vais même pas rappeler le principe de survie de la loi ancienne. C'est pour ça que moi je le fais dans l'autre sens, pour être sûr de rappeler le principe. Bon. Si il n'y a pas de disposition transitoire, alors vous dites le principe, c'est la survie de la loi ancienne en matière contractuelle, donc on applique la loi qui existait le 15 mars 2023, et cette loi prévoyait une liberté de taux d'intérêt, donc 7% jusqu'à la fin. Toutefois, je peux saisir le juge et essayer de lui dire cette loi est d'ordre public. Voilà. L'essentiel, c'est que vous ayez bien compris. Ok ? Voilà donc pour le futur. Il n'y a rien de plus à dire sur le futur. Le principe, c'est les faits immédiats. On applique immédiatement la loi nouvelle. Si vous voyez que c'est un contrat, vous tiquez. Et là, vous sortez 7 majeurs là. Peut-être que vous pouvez vous écrire toute cette slide-là d'une autre couleur pour vous dire attention, chaque fois que c'est un contrat, il faut que je pense à ça, chaque fois que c'est un contrat, il faut que je pense à ça. Si vous avez une mémoire très visuelle, le fait d'écrire de manière différente, ça peut vraiment vous dire ok, c'est la partie qui est verte. Je m'en souviendrai, ou c'est la partie qui est jaune, ou c'est la partie qui est... Voilà. Bon. Pour le contrat, parce que ça, il y a de grands potentiels de chances que ça tombe sur un contrat. Alors, on continue maintenant, on va s'intéresser au passé. Pour des questions de sécurité juridique, le grand principe posé à l'article 2, c'est la loi n'a point d'effet rétroactif. On ne peut pas modifier ce qui s'est déjà produit avant, ce serait trop dangereux, on vivrait sur des sables mouvants. Donc c'est pour ça que c'est le principe, mais on verra quand même qu'il y a des exceptions. Donc petit 1, le principe de non-rétroactivité. Ouh là là, je crois qu'il manquera à la fin, il faudra bien écouter sur la fin. Le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle. La loi nouvelle ne peut pas modifier les effets passés, la loi nouvelle ne peut pas modifier les conditions de validité, la loi nouvelle ne peut pas modifier les conditions d'extinction. Les effets passés. Donc là, imaginez, vous avez payé, jusqu'à présent, j'ai payé 7% de taux d'intérêt. Et la loi nouvelle prévoit 5%, et c'est écrit que c'est applicable au contrat en cours. Donc ça veut dire que, pour le futur, je sais que je paierai 5%. Mais moi, je voudrais savoir si je peux obtenir remboursement pour le passé. D'accord ? Je voudrais remboursement. Donc, quelle question poser ? Si vous sentez que c'est un remboursement de quelque chose passé, une loi nouvelle peut-elle modifier les effets passés des situations juridiques ? D'accord ? Les effets passés. Et là, vous répondez, article 2 du Code civil, la loi n'a pas d'effet rétroactif. Cela signifie que la loi nouvelle ne peut pas modifier les effets passés, les effets déjà produits, les effets déjà terminés des situations juridiques. Donc en l'espèce, les intérêts que j'ai déjà versés, c'est fini, c'est passé. La loi nouvelle ne peut pas revenir en arrière. Ça modifie le futur, mais ça ne touche pas au passé. Je n'obtiendrai pas remboursement des 2 points de différence sur les intérêts. Le passé n'est pas modifié. Maintenant, les conditions de validité. Donc là, c'est par exemple, j'ai acheté une voiture il y a 3 semaines, je ne suis pas allée chez un notaire, et maintenant, une loi nouvelle exige qu'on aille chez un notaire. Est-ce que la vente de la voiture est valable ? Alors que je ne suis pas allée chez un notaire. Si vous sentez que c'est une question de validité, la question est la suivante. Une loi nouvelle peut-elle modifier les conditions de validité des situations juridiques qui se sont formées avant son entrée en vigueur? Une loi nouvelle peut-elle modifier les conditions de validité des situations juridiques qui se sont formées avant son entrée en vigueur? Et vous répondez, l'article 2 du Code civil pose le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle. Ça signifie que la loi nouvelle ne peut pas modifier les conditions de validité des situations qui se sont créées avant son entrée en vigueur. Les conditions de validité s'apprécient au jour de la formation de la situation juridique. Et là, pour appuyer ça, vous pouvez citer CIV première, et pas CIV 12e, CIV première, 29 avril 1960. Vous savez, sur la reconnaissance de paternité, il avait reconnu un enfant adultérin, mais à l'époque, c'était pas possible. Et ensuite, une loi nouvelle permet de reconnaître un enfant, mais ça ne peut pas revenir en arrière. Quand il avait reconnu son enfant adultérin, la loi interdisait de reconnaître un enfant adultérin.
sa reconnaissance n'était pas valable. La loi nouvelle ne lui permet pas de valider rétroactivement. Si j'ai acheté la semaine dernière ou il y a 3 semaines une voiture sans passer par un notaire, parce que la loi à l'époque me disait il n'y a pas du tout besoin de passer chez un notaire, et que la loi nouvelle dit maintenant quand on achète une voiture, pour que l'acte soit valable, pour que la vente soit valable, il faut passer chez un notaire, cette loi nouvelle ne remettra pas en cause ma vente. Si ma vente était valable, elle reste valable. À l'inverse, imaginez que j'ai acheté une maison il y a 3 semaines. Et la loi exige que quand on achète une maison, il faut un acte authentique. Aujourd'hui, la loi nouvelle dit « Bon, maintenant, quand vous achetez des maisons, vous pouvez ne pas aller chez le notaire. » Eh bien, cette loi nouvelle ne pourra pas rendre valable la vente de ma maison. Le jour où j'ai acheté, c'était pas valable. La loi nouvelle n'y change rien. Donc en fait, pour savoir si c'est valable ou pas valable, vous regardez, est-ce que j'ai respecté les formalités prescrites par la loi le jour J? Si c'est valable, la loi nouvelle ne pourra pas l'annuler. Si c'est pas valable, la loi nouvelle ne pourra pas le rendre valable. Les conditions de validité s'apprécient au jour de la formation de la situation juridique. Maintenant, on va voir la même chose avec les conditions d'extinction. Les conditions d'extinction d'une situation juridique, par exemple, j'ai divorcé pour faute la semaine dernière. Aujourd'hui, le législateur vient de dire fin du divorce pour faute. Maintenant, c'est que consentement mutuel. Est-ce que cette loi nouvelle va remettre en cause l'extinction de mon mariage? Autre exemple, je suis employeur, je viens de licencier un salarié pour faute grave, parce que la loi permet de le faire. Imaginez que, dans 2 semaines, la loi prévoit c'est fini, un employeur n'a plus le droit de licencier. Est-ce que la loi nouvelle va remettre en cause le licenciement passé? Est-ce que la loi nouvelle modifie les conditions d'extinction des situations juridiques? C'est ça la question. Une loi nouvelle peut-elle modifier les conditions d'extinction d'une situation juridique qui s'est éteinte avant son entrée en vigueur? Alors en fait, c'est un copier-coller de la majeure sur la condition de validité, sauf qu'à la place de condition de validité, vous mettez condition d'extinction. L'article 2 du Code civil pose le principe de non-rétroactivité de la loi. Ce principe signifie notamment que la loi nouvelle ne peut pas modifier les conditions d'extinction des situations juridiques qui se sont éteintes avant son entrée en vigueur. Les conditions d'extinction des situations juridiques s'apprécient au jour de l'extinction de la situation juridique. Donc j'ai divorcé il y a 15 jours, divorce pour faute, c'était possible. Si la loi nouvelle supprime le divorce pour faute, ça ne va pas annuler mon divorce pour faute. J'ai licencié aujourd'hui un salarié pour faute grave, la loi me permettait de le faire. Si dans 15 jours la loi supprime le licenciement pour faute grave, ça ne modifiera pas l'extinction du contrat de travail. Il est fini, c'est fini. D'accord? Voilà pour le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle. Maintenant, comme tout principe, il a des exceptions. Petit 2, les lois rétroactives. Certaines lois, à titre exceptionnel, peuvent avoir un effet rétroactif. Ça va être le cas, par exemple, des lois interprétatives. Alors, si vous voyez que c'est une loi interprétative, vous voyez bien, il vous l'a dit dans un cas pratique, il vous dit c'est une loi interprétative, il ne va pas vous laisser deviner que c'est une loi interprétative. Donc, si c'est une loi interprétative, vous posez cette question. Une loi interprétant une loi ancienne peut-elle s'appliquer à des faits accomplis avant son entrée en vigueur? Une loi interprétant une loi ancienne peut-elle s'appliquer à des faits accomplis avant son entrée en vigueur? Et là, vous définissez. Une loi interprétative, c'est une loi qui précise le sens d'une précédente loi. Par exception au principe de non-rétroactivité posé par l'article 2 du Code civil, une loi interprétative est rétroactive parce qu'elle fait corps avec la loi qu'elle interprète. Et donc, elle prend la date de la loi qu'elle interprète. Exemple, CIF 3e, 7 février 2002, que vous aviez dans votre fiche et qui permet d'illustrer ça, qui donne la définition et le régime de la loi interprétative. Attention toutefois.
la Cour européenne des droits de l'homme n'admet la rétroactivité en matière civile que s'il y a un motif impérieux d'intérêt général. C'est-à-dire qu'il faut un motif très fort, une vraie raison pour que la loi soit rétroactive et que ce soit une raison d'intérêt général. Si c'est pour protéger un intérêt particulier, l'intérêt des banques, ça ne fonctionne pas. CEDH, 28 octobre 1999, c'est l'arrêt Zilinski contre France. On tolère la loi rétroactive, qu'elle soit interprétative, de validation ou autre, si et seulement s'il y a un motif impérieux d'intérêt général. C'est-à-dire que le législateur peut faire rétroagir sa loi, peut changer le passé, mais il faut qu'il y ait une raison forte et il faut que ce soit une raison d'intérêt général, pas pour protéger un intérêt particulier. Donc souvenez-vous, je vous avais donné en cours cet exemple que je vous redonne. Imaginez, vous avez une loi de 1980 qui prévoit qu'un salarié ne peut pas boire du vin sur son lieu de travail, sinon c'est une faute grave et ça justifie un licenciement. Le 1er octobre 2025, vous avez Pierre qui boit du champagne sur son lieu de travail. Pourquoi? Pour fêter le départ d'un collègue ou je ne sais pas quoi. Et son employeur le licencie. Licenciement le 2 octobre. Le conseil de prud'homme se réunira pour Pierre le 5 février 2026. Imaginez qu'une loi du 15 décembre 2025 définisse le mot vin. Elle définit le vin comme toute substance alcoolisée fabriquée à l'aide de raisins. Eh bien, cette loi du 15 décembre 2025, elle ne crée rien, elle n'invente rien, elle ne crée pas de règles nouvelles, elle se contente de définir le mot vin. Elle précise le sens d'une précédente loi, celle de 1980, qui n'est pas claire. Donc, elle vient se greffer à cette loi. Elle fait corps avec cette loi. Elle prend la date de cette loi. On considère en fait que cette loi de 2025 n'existe pas. On applique la loi de 1980 qui a toujours voulu dire qu'un salarié n'a pas le droit de boire du vin, c'est-à-dire de substances alcoolisées fabriquées à l'aide de raisins. Donc le 1er octobre 2025, Pierre, quand il a bu du champagne, il a bu du vin. Parce que le champagne est bien une substance alcoolisée fabriquée à l'aide de raisins. Donc oui, il risque une condamnation par le Conseil des prud'hommes. En fait, oui, on fait rétroagir la loi du 15 décembre 2025, mais en réalité, par fiction, on considère qu'on n'applique pas cette loi, mais celle de 1980. Alors, est-ce qu'ici il y a un motif impérieux d'intérêt général? Je ne suis pas sûre, ça c'est très discutable, on ne vous demande pas forcément de réfléchir là-dessus, mais voilà, que vous ayez un exemple de loi interprétative, probablement ici qu'elle ne pourrait pas être appliquée rétroactivement parce qu'on dirait qu'elle n'a pas de motif impérieux d'intérêt général, mais moi l'idée c'est que vous ayez un exemple de loi interprétative. Alors on continue. Autre catégorie de lois rétroactives, les lois de validation. Alors, si vous sentez que c'est une loi de validation, on vous le dira probablement, voilà les questions que vous pouvez poser. Une loi nouvelle ou une loi de validation peut-elle rendre valable des situations mal formées sous l'empire du droit ancien? Une loi nouvelle peut-elle rendre valable, ou une loi de validation peut-elle rendre valable une situation mal formée et qui risque l'annulation en vertu du droit ancien? On définit. Une loi de validation, c'est une loi qui vient rendre valable des situations juridiques susceptibles d'être annulées en vertu de la jurisprudence antérieure. Par exception au principe de l'article 2 du Code civil, une loi de validation a un effet rétroactif, puisqu'elle vient rétroactivement rendre valable des actes qui ont été accomplis avant et qui étaient susceptibles d'être annulés en application du droit ancien. Son but est de valider le passé. Mais attention, la jurisprudence européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, est venue préciser que la loi de validation ne pouvait être rétroactive que si elle obéit à un motif impérieux d'intérêt général.
CEDH, 28 octobre 99, arrêt Zielinski, contre France. Donc je vous donne un exemple, c'est celui que je vous avais donné en cours. Imaginez, vous avez eu votre bac en juin 2025. Bon. Et on découvre qu'il y a eu des grosses irrégularités dans le bac, notamment dans les spécialités, et que c'est susceptible d'être annulé. Et donc, tous ceux qui ont pris la spécialité mathématiques, leur bac risque d'être annulé parce qu'il y a eu l'ouverture d'un mauvais sujet. Donc, tous ceux qui sont en France métropolitaine et qui ont eu l'année dernière le sujet de spé maths risquent de voir leur bac annulé. Vous imaginez la catastrophe. C'est-à-dire que tous ceux qui ont eu spé maths, leur bac n'est pas valable. Donc, leur inscription à la faculté est remise en cause. Donc, vous ne pouvez pas passer l'examen en janvier et on ne sait pas quoi faire de vous. Qu'est-ce qu'on fait? On vous refait passer le bac. Ça fait 6 mois que vous faites plus de maths spé. Vous avez tout perdu. Vous devez retourner sur les bancs de l'école. C'est l'enfer. Le législateur pourrait, par exemple, par une loi du 3 décembre 2025, décider de rendre valable le bac de tous ceux qui ont passé la spécialité maths en juin 2025 et qui ont obtenu la moyenne, malgré les quelques irrégularités. Il pourrait décider, rétroactivement donc, de rendre valable le baccalauréat. Et là, il y a un vrai motif impérieux d'intérêt général. C'est pour protéger vous, les étudiants, mais aussi l'État, parce que ça va lui coûter super cher s'il faut qu'il refasse passer le bac. Donc c'est un vrai motif fort et d'intérêt général. Ça justifie ici qu'on sauve ce bac. Voyons maintenant les lois expressément rétroactives. Alors, dites-vous que les lois de validation et les lois interprétatives sont des lois expressément rétroactives, mais spéciales. La loi interprétative, elle interprète, la loi de validation, elle rend valable. Il peut y avoir d'autres lois à effet rétroactif. Donc là, si vous voyez une loi rétroactive, vous dites, le législateur peut-il décider d'appliquer rétroactivement une loi? Article 2 du Code civil. La loi générale pose le principe de non-rétroactivité de la loi. Mais par exception, le législateur peut, dans une disposition transitoire expresse, prévoir que sa loi nouvelle sera rétroactive. Il peut décider de faire rétroagir sa loi, mais sous réserve qu'il y ait un motif impérieux d'intérêt général. Et vous citez encore l'arrêt Zielinski rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 28 octobre 1999. D'accord? Donc, exemple de loi expressément rétroactive. Moi, je ne sais pas, imaginez, vous avez une loi nouvelle du 15 décembre 2025 qui limite les taux d'intérêt à 5%. Cette loi prévoit, article 5, qu'elle est immédiatement applicable au contrat en cours. Donc, moi, j'avais conclu mon contrat. Ah, attendez, pardon. Donc, vous avez une loi du 15 décembre 2025 qui prévoit taux d'intérêt de 5%. Moi, j'ai conclu un contrat le 15 décembre 2024 avec un taux d'intérêt de 8%. La loi nouvelle prévoit, article 10, qu'elle est applicable au contrat en cours. Très bien, ça veut dire pour le futur. À partir du 15 décembre 2025, mon taux d'intérêt passe de 5%, de 8% à 5%. Oh! Et imaginez que l'article 11 de la loi prévoit, en outre, que tous les intérêts versés à compter du 1er septembre 2025 et qui dépassent 5% seront remboursés. Donc là, ça veut dire que la loi prévoit une rétroactivité. Tous les intérêts que j'ai versés à compter du 1er septembre 2025, la différence me sera remboursée. La loi peut faire ça. Parce que c'est la loi qui a décidé qu'elle était non rétroactive, article 2. Elle peut exceptionnellement décider qu'elle sera rétroactive ponctuellement dans cette hypothèse-là. Mais il faut qu'il y ait une vraie raison. Un motif impérieux d'intérêt général. D'une manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'une loi nouvelle ne peut rétroagir en matière civile que si elle obéit à un motif impérieux d'intérêt général. C'est vraiment l'arrêt Zielinski. Parce qu'en fait, comprenez, quand la loi nouvelle intervient dans le passé,
c'est toujours dangereux. Donc, il faut qu'il y ait une vraie raison de le faire. Imaginez que le législateur, là, il décide que pour avoir votre bac, en fait, il fallait avoir 15 et que vous avez eu que 12 et que ça annule votre bac pour le passer. Vous imaginez? C'est tellement dangereux, la rétroactivité. Donc, c'est toléré, mais il faut qu'il y ait une vraie raison forte. Motif impérieux, et il faut que ce soit dans l'intérêt général. Pas pour protéger, tiens, j'ai envie d'aider Total, tiens, j'ai envie d'aider les banques, tiens, j'ai envie d'aider les pharmaciens. Non, il faut qu'il y ait un motif d'intérêt général. Soit c'est pour protéger les parties faibles, soit c'est pour protéger la société en son ensemble, l'économie nationale en son ensemble. Bon. Voilà pour le droit civil. On va s'intéresser maintenant, et on terminera avec ça, à la particularité de la loi pénale. La loi pénale, c'est la loi qui sanctionne des infractions. Si dans votre cas pratique, on vous dit crime, délit, contravention, loi pénale. Si on vous dit tribunal correctionnel, cour d'assises, tribunal de police, loi pénale. Si on vous dit amende, emprisonnement, loi pénale. Donc, faut que vous sentiez dans le cas pratique les mots qui vont vous faire penser à droit pénal. Infraction, crime, délit, contravention, tribunal correctionnel, cour d'assises, amende, pas dommages et intérêts, amende, prison. Là, pour vous, ce sont les mots qui vous font dire « Ok, loi pénale ». Et dans ces cas-là, vous sortez cette question. Une loi pénale nouvelle peut-elle s'appliquer à une infraction commise avant son entrée en vigueur? Une loi pénale nouvelle peut-elle s'appliquer à une infraction commise avant son entrée en vigueur? Et là, vous vous faites une majeure que vous apprenez par cœur. En matière pénale, on applique le principe de l'égalité des délits et des peines. Ce principe, on le trouve à l'article 112-1 du Code pénal que vous aviez dans la fiche. Mais on le trouve aussi et surtout à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il a donc valeur constitutionnelle. Et on le trouve à l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a donc valeur conventionnelle, c'est un traité. Et ce principe de l'égalité des délits et des peines en matière d'application de la loi dans le temps a deux significations. Premièrement, la loi pénale nouvelle plus sévère n'est jamais rétroactive. Ça veut dire qu'elle ne peut jamais s'appliquer à des infractions commises avant son entrée en vigueur. Plus sévère, pas rétroactive. À l'inverse, la loi pénale moins sévère, plus douce, est toujours rétroactive. Ça veut dire qu'elle va s'appliquer à des infractions commises avant son entrée en vigueur. C'est là qu'on parle de rétroactivité in missus, en faveur. Alors, je vous donne un exemple. Imaginons donc, on a le code pénal qui sanctionne le vol de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alice a commis un vol le 4 septembre 2025. Le tribunal correctionnel statuera sur son sort le 8 janvier 2026. Une loi nouvelle du 4 décembre 2025 prévoit que le vol est désormais puni de 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc le tribunal correctionnel
il a 2 lois face à lui, la loi, le code pénal ancien, et la loi du 4 décembre. On a envie de dire, il applique la loi nouvelle. Non. Parce que la loi ancienne prévoyait 3 ans, la loi nouvelle prévoit 5 ans, la loi pénale est plus sévère, elle ne peut pas rétroagir. Le tribunal correctionnel n'a absolument pas le droit d'appliquer la loi nouvelle. Il est obligé d'appliquer la loi ancienne. C'est très simple, on applique toujours la loi la moins sévère. Si maintenant, la loi nouvelle du 4 décembre 2025 avait décidé de faire passer le vol à 2 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, là en revanche ça change tout. Le tribunal correctionnel ne pourra pas sanctionner Alice de plus de 2 ans d'emprisonnement. Ok ? Donc ce qui compte, c'est loi plus sévère, loi moins sévère. Alors après, vous allez vous dire, oui, mais comment parfois on fait pour savoir ? Alors, on vous embêtera jamais sur... bon, ce sera toujours assez évident que la loi est plus sévère ou moins sévère. Dites-vous par exemple que si la loi avant disait le vol c'est 3 ans et 45 000 € d'amende, et que maintenant la loi nouvelle dit le vol c'est 3 ans et 50 000 € d'amende, elle est plus sévère. D'accord ? Bon, maintenant, là où on pourrait vous faire douter, mais on vous fera jamais ça, c'est avant la loi disait 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, maintenant la loi dit 5 ans d'emprisonnement et 10 000 € d'amende. On monte la prison et on baisse l'amende. Dans ces cas-là, elle est plus sévère, parce que la peine de prison est quand même plus lourde. Mais on ne vous embêtera pas avec ça. Mais dites-vous une chose, c'est que si on augmente la prison et qu'on diminue l'amende, c'est une loi plus sévère, bien sûr. Maintenant, attention, une loi plus sévère, c'est pas seulement une loi qui touche à la sanction. Ça peut être aussi une loi qui, par exemple, aujourd'hui, c'est pas interdit de circuler sans casque avec un vélo. Ce qui me rend folle quand mes enfants prennent un véhicule, mais bon. La loi ne nous sanctionne pas. Imaginez que une loi du 20 décembre 2025 décide que le fait de ne pas porter de casque en vélo est puni de 150 € d'amende. C'est une loi plus sévère. Puisqu'avant, c'était pas interdit et que maintenant, ça l'est. Vous comprenez ? C'est pas qu'elle punit plus... ou moins qu'avant. Avant, il n'y avait pas de sanction. Si vous voulez, avant, c'était 0. Maintenant, c'est 150. Donc, une loi qui crée une nouvelle infraction, elle est forcément plus sévère. Ou, imaginez, une loi qui prévoit que désormais, sur autoroute, la vitesse est limitée à 100. C'est une loi plus sévère. Parce qu'avant, on était en infraction à partir de 130. Maintenant, on est en infraction à partir de 100. En fait, il faut se dire, est-ce que je suis plus sanctionné ou est-ce que finalement je suis plus vite dans l'infraction ? Une loi qui dépénalise le cannabis, c'est une loi plus douce. Avant, j'avais du cannabis sur moi, c'était sanctionné, aujourd'hui ça l'est plus. D'accord ? Donc il faut que vous fassiez attention à ce qu'est une loi plus sévère ou une loi plus douce, mais ne vous inquiétez pas, on ne vous embêtera pas avec ça. En revanche, là où on peut vous embêter, c'est que le législateur fait par exemple une loi plus douce. D'accord ? Il prévoit que le vol est désormais puni de 2 ans. Et là, évidemment, il va mettre un article dans cette loi du 4 décembre 2025, une disposition transitoire prévoyant « Cette loi nouvelle ne s'applique qu'aux infractions commises à compter du 4 décembre 2025. » Donc le législateur dit « Voilà, je rends la loi plus douce, mais c'est seulement à partir du 4 décembre 2025. » Eh bien, ça, c'est interdit. C'est pas toute la loi qui pose problème, c'est cet article. Parce que cet article, il viole le principe de l'égalité des délits et des peines. Donc, vous pourrez dire, ok, je vais faire une QPC pour faire déclarer cet article, je ne sais plus comment je l'avais appelé, l'article 4, contraire à l'article 8 des DHC, et je vais faire un contrôle de conventionnalité pour faire déclarer cet article 4 de la loi, contraire à l'article 7 CEDH. Je garde la loi, je ne cherche pas à enlever toute la loi. Je suis très contente que ma cliente Alice puisse bénéficier de cette infraction à 2 ans. Je suis contente de ça. Ce qui me gêne dans la loi, c'est cet article 4 qui prévoit que la loi nouvelle ne s'applique pas aux infractions commises avant. Alors que si, la loi nouvelle plus douce s'applique toujours. C'est le principe de l'égalité des délits et des peines. Et inversement. Imaginez que la loi nouvelle prévoit 5 ans d'emprisonnement. Elle est plus sévère. Et là, elle dit, cette loi s'applique même aux infractions commises avant. Non. Un article de la loi, l'article 4, prévoit que cette loi s'applique même aux infractions commises avant. Non. Cet article 4 est contraire au principe de l'égalité des délits et des peines prévu à l'article 8 des DHC.
7 CEDH. Donc vous voyez qu'en fait, il est tout à fait possible dans un cas pratique de vous solliciter sur une question, ça ressemble à de la loi dans le temps, mais en même temps, il faudra aussi s'intéresser à une question de hiérarchie des normes. Tout comme il est tout à fait possible que vous ayez une question de loi dans le temps avec un contrat et qu'il y ait aussi une question de preuve. Dans ces cas-là, il faut bien distinguer. Et commençons par la question de loi dans le temps grand A et ensuite voyons la question de la preuve grand B ou inversement, commençons par la question de preuve grand A, puis la question de loi dans le temps grand B ou commençons par la question de loi dans le temps grand A et puis ensuite la question de hiérarchie des normes grand B. Distinguez bien les questions. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Si vous êtes clair, on sent bien votre raisonnement, tout se passera très très bien. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir un cas pratique. D'accord ? Voilà, donc vous apprenez ça bien par cœur, toutes les questions, toutes les majeures. On fera des exercices ensemble, mais si vous les connaissez, ça ira très vite. Parce qu'on dira quelle majeure on recopie celle-là, et ça va beaucoup plus vite. D'accord ? Donc si vous apprenez bien ça par cœur, si vous avez du mal avec le passé et le futur, vous mettez des jeux de couleurs, et je vous assure que ça va vous aider. Ok ? Bon, bah écoutez, je vous dis à très vite pour le stage.